Bonjour à tous. Je vais attendre encore quelques minutes parce que je vois qu'il y a des gens qui peut-être cherchent le lien. Ils vont nous rejoindre et on voudrait peut-être attendre qu'ils nous rejoignent. Donc, il est 10h01. Je vais revenir à 10h04. Je fais l'enregistrement. Alors, bienvenue tout le monde donc à cette série de conférences du CIM 2025-2026. C'est avec un grand honneur qu'on reçoit Jean-Christophe Graz qui va nous parler de la démondialisation. Alors, son titre, il pourrait nous le rappeler, mais ça évoque justement la question est-ce qu'on est dans une pause conjoncturelle ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus structurel qui est en train d'arriver? Alors, Jean-Christophe, je crois que tu as préparé un PowerPoint, donc je t'invite à le partager si s'il est terminé. Oui, alors voilà, une seconde. Hop. C'est bon pour vous? Oui, Ok, qu'est-ce que vous... peut-être dans c'est l'affichage, pas bon, attendez, hein. ça met l'affichage. Non, non, on n'est pas sur bon. Attendez, on va le faire comme ça. Non, je vais le faire comme ça. Ah, non. Attendez, j'ai deux écrans, c'est comme si ça suffisait pas. Euh, on va le faire comme ça, voilà. Desktop numéro 2, vous êtes dessus. Et puis là, je vais pouvoir le lancer. C'est bon ici pour vous? Fantastique, oui. Alors, OK, à toi la parole. très bien. Alors, merci Michel tout d'abord pour cette invitation. C'est un plaisir de vous retrouver, même si c'est à distance. Et je regrette bien évidemment de ne pas pouvoir profiter d'être sur place pour l'enrichissement des discussions pendant et après la présentation. C'est ça, les aléas du bilan carbone auquel nous faisons aussi attention. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps dans les mots d'introduction, sachant qu'on a déjà perdu un peu de temps. Alors voilà, la démondialisation, c'est pour de bon cette fois-ci. Question pas complètement rhétorique, puisque effectivement nous sommes nombreux à nous poser de sérieuses questions sur l'ampleur des transformations que l'on peut appréhender à partir de évidemment de l'accession de Donald Trump pour la deuxième fois à la présidence des États-Unis. Euh, c'est aussi l'occasion de pouvoir tester quelques idées et réflexions dans le cadre d'un projet d'ouvrage que je prépare pour la collection Repères aux éditions La Découverte, qui devrait avoir pour titre La démondialisation. Bien, je ne suis pas encore tout à fait sûr, puisque comme vous allez le constater, on peut aussi avoir un regard critique et déconstruire cette idée de mondialisation. Voilà. Alors, en gros, quelques éléments de contexte hein, sur l'ampleur et la diversité des critiques qui sont faites et qui s'exercent à l'encontre de la mondialisation aujourd'hui. Après, c'est l'essentiel de la présentation. En gros, comment est-ce qu'on peut analyser la situation que nous vivons aujourd'hui? Et puis, quelques mots de conclusion. Alors, la question de base, c'est bien celle-ci. Quelle est la nature des transformations actuelles de la mondialisation et de ses mécanismes de gouvernance? On peut se poser cette question dans un contexte qui est marqué par des discours qui sont relativement inquiétants, ou en tout cas qui remettent fondamentalement en question certaines visions
et croyances que l'on a pu avoir sur la manière dont le monde était organisé jusqu'à aujourd'hui. Je vous cite cette citation. In the past decades, new, powerful, increasingly assertive centers have been formed. Each of them develops its own system and public institution according to its own model and economic growth. Naturally, has the right to protect them and to secure national security. Et ça continue jusqu'à l'assertion que nous sommes en train de développer la coopération avec tous ceux qui sont intéressés dans cette vision-là et qui veulent travailler avec nous et nous continuerons à le faire. C'est un petit jeu de devinette, hein. On verra qui vous pensez sont les autrices ou auteurs de ces citations. La deuxième, la mondialisation est pour ainsi dire morte, le libre-échange également, et beaucoup de gens sou- euh, voudrait revenir en arrière, mais euh, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière. Et enfin, la dernière, les dirigeants étrangers nous ont volé notre boulot. Euh, les voleurs étrangers ont ransacked, comme on traduit en français, ont mis euh, ont saccagé nos usines euh, et tout ceci contre le magnifique le rêve américain, etc., etc. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs and countries throughout the world. Donc, ce qu'il fallait voir dans le premier, c'est que Poutine a aussi un discours sur cette situation-là. Et c'est un discours important puisque c'était dans le cadre du premier forum économique international tenu après l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. La deuxième citation était intéressante puisqu'elle provient du d'un des hauts responsables d'un des grands fabricants de puces électroniques. Et enfin, vous l'avez reconnu, c'était le discours de Donald Trump lors de la fameuse journée faussement nommée Journée de libération le 2 avril avec les ordres exécutifs sur les droits de douane. Alors, quelles sont ces nouvelles frontières des États-Unis d'Amérique? Évidemment, c'est les droits de douane réciproques, mais c'est pas que ça, hein. C'est aussi des engagements beaucoup plus importants, sans doute, sur les chaînes d'approvisionnement et les modalités d'investissement pour se désengager dans des dépendances vis-à-vis de la Chine et plus généralement des tournants stratégiques et politiques. Mais ceci peut aller même encore plus loin au niveau structurel par rapport à la place du dollar dans le système monétaire international, même si l'on n'entend plus beaucoup parler de ce projet d'accord Mar-a-Lago par lequel le, le Trésor américain aurait pu imposer une dévaluation en gros des, de la dette américaine par un accord monétaire de très large échelle sur des conversions de bons du Trésor américain à 30 ans vers des bons du Trésor à 100 ans sur des taux différents. Bon, je n'entre pas dans plus de détails sur ces éléments contextuels pour peut-être discuter maintenant. Ah oui, pardon, il y a encore une autre chose. Le tournant américain est le lien avec la gouvernance mondiale. Euh, Pardon, je ne vois plus très bien ce que je fais ici. J'ai un problème d'écran. Voilà. Oui, le, avant
le retour de la guerre en Europe, certains auteurs libéraux, comme John Hickenberry, que je cite ici, voyaient un retour du monde plutôt fait de trois mondes, en fait un nouveau, une nouvelle, une transposition de la situation de la guerre froide, avec le l'Ouest global, l'Est global et le Sud global. Aujourd'hui, cette situation est elle-même remise en question par rapport à la fracture potentiellement plus importante, en particulier au niveau atlantique. Donc, on parle même d'une éventuelle fin de l'ordre mondial de l'après-guerre, où ce que l'on connaissait de façon particulièrement forte disons, dans les 30 dernières années, se transformerait vers ce qui pourrait être qualifié de bilatéralisme illibéral transactionnel, les accords qui sont négociés sous forme de deal avec le pistolet sur la tempe. Alors, ça, ce sont des réflexions qui sont au niveau plutôt, on va dire, de relations internationales générales, voire fortement marquées par les dimensions géostratégiques, mais quelles sont les analyses que l'on peut faire d'un point de vue plus spécifiquement focalisé sur les questions d'économie politique globale? Alors, c'est ce que je cherche à faire dans cette présentation. Et vous voyez que la partie historique des différentes phases de mondialisation, j'ai décidé de pas en parler parce que on n'a pas le temps, vu le temps déjà perdu. Donc, on va passer directement au cadre d'analyse. Et pour ceci, quelques éléments de rappel au niveau sémantique peut-être, hein, entre ces termes d'internationalisation, mondialisation, globalisation, avant de parler de mondialisation, démondialisation. Alors, internationalisation, ceci ne nous apprend pas grand-chose, hein. C'est une notion qui se contente de parler d'interaction, en gros, interdépendante entre des nations souveraines. La mondialisation est-elle une extension de ces interactions? Et puis évidemment, il y a tout un débat en français plus qu'en anglais entre mondialisation et globalisation. Globalisation mettant en avant une transformation fondamentale de l'échelle spatiale de l'organisation sociale humaine. Et cette transformation concerne notamment la possibilité pour des communautés distantes d'être beaucoup plus intensément reliées et d'avoir des implications, que les relations de pouvoir propres à un espace donné puissent avoir des implications dans de nombreux autres espaces, régions et continents. Cette vision de la globalisation est celle aussi mise en avant par un vieux textbook, maintenant celui de Bailey Smith et Owens, qui a été traduit d'ailleurs en français par des éditeurs québécois, si je ne me trompe pas. Je vous ai mis la traduction aussi en images. Et donc, c'est ce détachement de la logique territoriale westphalienne qui est importante. Et puis, aussi l'importance de voir la globalité du monde par rapport à des attributs intrinsèques au-delà d'une dimension strictement cumulative d'une évolution d'épiphénomènes. C'est en ceci que Jens Bartelson, dans un texte, dans un Handbook of International, de relations internationales, il y a quelques années, faisait part du global comme catégorie sui generis, hein, ou comme fait social à part entière. Alors maintenant, quand je parle de remondialisation, j'ai vu que c'était aussi une notion qui avait été mise en avant par l'OMC, en particulier dans son rapport sur le commerce dans le monde de 2023, où, en gros, la notion s'exprime plutôt comme étant euh,
une vision pour une mondialisation à visage humain ou une vision légèrement, une vision voilà, réformiste des problèmes de la mondialisation, dans une perspective aussi de développement soutenable. On verra que la notion de remondialisation peut être réappropriée dans une perspective plus critique. Alors, qu'en est-il de la démondialisation? Alors, la première chose à mettre en avant, c'est de ne pas confondre une condition, un état du monde avec un processus. Et en particulier, Green, dans un texte il y a plusieurs années maintenant, faisait cet argument-là, qu'il ne fallait pas voir un processus de mondialisation comme même s'il est en panne ou inversé, c'était donc à l'époque du premier mandat de Trump, ne fallait pas voir ceci comme l'équivalent d'un démantèlement complet, d'un état d'avancement d'un monde déjà très intégré par ailleurs. Autre prolégomène important, euh, cette articulation entre l'internationalisme libéral hein, de l'ordre international, on va dire mondialisé, issu de la seconde, de l'après-guerre froide, et de la permanence de principes de souveraineté étatique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé, et il a toujours eu des tensions et des dialectiques entre cet aspect de mondialisation et de démondialisation. Les auteurs que je vous cite ici nous rappellent qui, même quand la balance penche vers le processus de mondialisation, donc admettons les années 90, eh bien des processus de démondialisation se produisaient en même temps. Vous vous rappelez sans doute pour certaines et certains d'entre vous, mais pas tous et tous, qu'il y a eu des grosses manifestations à la fin des années 90 déjà contre la façon dont la mondialisation se déployait à cette époque-là. Donc, quand on pense démondialisation, il faut penser d'abord réorientation des processus, euh, mais ne pas perdre de vue qu'il y a un état d'avancement de la mondialisation et de l'intégration du monde qui reste extrêmement important et que cette dimension globale des relations sociales euh, doit aussi être considérée comme une dimension sui generis des relations internationales contemporaines. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en gros réfléchir comment conceptualiser cette tension qui est certes renouvelée et qui se trouve sous des modalités qui peuvent être très variées selon les enjeux concernés. Si elle est variée selon les enjeux concernés, cela signifie qu'il faut réfléchir aussi à quelle est la forme d'intégration qui est remise en question dans le cadre de ces débats sur la démondialisation. Et on peut en particulier partir du principe qu'il y a différentes remises en question et partant donc différentes réponses apportées aussi pour infléchir ces processus. La première forme, c'est en gros, ou la première cible de cette contestation, c'est l'intégration par le marché et donc tous les excès de l'ordre international libéral tel qu'il s'est déployé ces 35 dernières années. La deuxième forme d'intégration qui est la cible de ces processus, mais aussi de ces discours, c'est en gros l'incertitude croissante et aussi l'instabilité qui en résulte de processus d'intégration
sur le plan à la fois des réseaux mondiaux de production, mais aussi de l'intégration financière. C'est toute la nouvelle manière d'appréhender le risque, en gros, lié à cette intégration beaucoup plus importante. Et puis la troisième, c'est en gros, la cible, c'est évidemment la concurrence à laquelle doit faire face la suprématie états-unienne dans un monde qui connaît l'émergence de nouvelles puissances, au premier rang desquelles, bien évidemment, la Chine. Donc, c'est les enjeux de la rivalité sino-américaine, mais dans une perspective qui ne doit pas oublier que pour l'instant, cette rivalité sino-américaine est caractérisée par une relation tout à fait hiérarchique, asymétrique, avec une capacité des États-Unis à se situer dans une situation, pour ainsi dire, suprématiste. Alors, ces trois questions, elles peuvent être déroulées donc en trois dimensions à partir desquelles organiser ou s'organise en tout cas l'analyse de cette tension entre intégration et désintégration de l'économie politique globale. Donc la première dimension, c'est en gros, c'est contre-coup de l'ordre international libéral par rapport aux excès d'une intégration marchande et les appels et aussi les initiatives effectives prises pour réenchasser en gros l'économie dans la société. Donc on peut interpréter ceci dans une perspective quasi polanyienne. Le premier enjeu qui est à prendre en compte dans cette perspective d'analyse, c'est bien évidemment les inégalités croissantes de revenus. Je vous renvoie ici aux travaux de Milanovic et sa fameuse courbe de l'éléphant que vous avez à droite, si vous la voyez. Je ne vais pas la commenter longuement, mais c'est par cette analyse de la variation des revenus sur l'ensemble de la population mondiale en fonction de son niveau de revenu, c'est les premières décennies de la mondialisation contemporaine que Milanovic et son équipe a pu très bien montrer quels sont les gagnants et les perdants de cette mondialisation. Et les perdants, ce sont donc ceux qui se trouvent au bas de la trompe de l'éléphant qui correspondent en gros à cette classe moyenne dans les pays riches. C'est ce qui donc alimente aussi toute cette mouvance vers un repli nationaliste et identitaire qui fait une bonne partie aussi du vote populiste de droite, mais aussi de gauche dans certaines situations, et qui permet d'analyser ces contre-coups de l'ordre international libéral dans une perspective pas seulement matérialiste, on va dire, de croissance des inégalités, mais aussi immatérielle sur la manière dont les identités se transforment en préférences de comportement électoral notamment, de populisme anti-élite, de préférence pour des démocraties illibérales et aussi d'une perception, en gros, de la montée en puissance de la Chine comme une menace existentielle, ce qui n'est pas évidemment, forcément le cas. La troisième dimension, c'est les analyses en termes de polycentrisme. Euh, Ces analyses dépassent une perspective néo-réaliste simplement d'une multiplication de pôles de puissance euh,
militaro-stratégique pour penser plutôt les transformations d'un ordre mondial qui résulterait de mécanismes de gouvernance plus dispersés, fluctuants, désordonnés. Donc, une multiplication des échelles spatiales, des acteurs, des instruments de la gouvernance mondiale. C'est notamment les travaux de Gadinger et Scholte qui ont mis en avant ceci récemment. Si on avance dans une perspective plus radicale, on va dire, par rapport à ce polycentrisme, c'est toute la mouvance sur la question d'un monde pluriverse ou plurivers, qui peut être défini très simplement hein, comme un monde où plusieurs mondes se côtoient, qui donc toute une réflexion et aussi des mouvements euh, sociaux, plus ou moins transnationaux, dans la mouvance du post-développement également. De même que l'altermondialisme. Donc c'est quelque chose qui est au cœur aussi de la critique de la mondialisation depuis en gros la fin des années 90 aussi, puisque le, l'intellectuel militant philippin Walden Bellow avait déjà développé cette argumentation il y a bientôt 25 ans, comme vous voyez ici. Enfin, tout le mouvement post ou décroissance a de près ou de loin une réflexion sur le niveau d'autonomie nécessaire pour pouvoir véritablement mettre en œuvre ce projet. Et il y a d'ailleurs tout un débat sur cette part du local dans le poste ou la décroissance, dans le mouvement qui s'appelle, qui est aujourd'hui parfois qualifié de cosmolocalisme, qui euh, est un avocat d'une vision de la production qui se repose sur une forme de conception mondiale, mais de fabrication locale, et qui prend pour exemple notamment les fameux Fab Labs, les possibilités des imprimantes 3D. Donc, en gros, cette ligne d'analyse de la démondialisation met en avant à la fois la contestation, mais aussi les processus en cours émergents qui cherchent une réinsertion plutôt sélective en faveur dans l'économie mondiale, en faveur d'une protection des modes de vie et du bien-être humain dans son ensemble. Donc, c'est un désengagement pour mieux se réengager, mais se réengager de façon non pas homogène et intégrale, mais au contraire sélective et par rapport à des finalités de réenchâssement de l'économie dans les sociétés. Deuxième ligne, celle d'une nouvelle réflexion du risque dans les sociétés capitalistes et donc les différentes modalités à partir desquelles on peut l'atténuer. Alors, il y a beaucoup de choses ici. On peut séparer en gros l'analyse par rapport à ce qui concerne la production d'un côté et ce qui concerne la finance de l'autre. Sur la production, c'est toute la réflexion sur la réorganisation des réseaux mondiaux de production. Une réflexion qui est en fait pas si récente que ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait un petit clin d'œil à The Economist et à son special report, The Rise of Nearshoring, qu'on peut traduire en français par proxy localisation, qui date de quand, pensez-vous? De 2005. 2005, donc ça fait 20 ans que ce débat est, est sur les tables. Et à l'époque, c'était déjà par rapport à la Chine, mais une manière en gros, d'éviter une délocalisation exclusivement chinoise était plutôt de penser
aux possibilités nouvellement offertes par les pays d'Europe centrale et orientale qui venaient de rejoindre l'Union européenne et donc d'avoir ainsi accès à une main-d'œuvre qualifiée et assez bon marché, une géographie intégrée, plutôt que sur des très bas salaires résultant d'une main-d'œuvre abondante et moins qualifiée en Chine. Peut-être le deuxième temps de cette réflexion, c'est celui de la sécurisation ou sécuritisation des approvisionnements et qui a connu un temps évidemment très important avec les confinements du Covid, mais aussi lié à des goulets d'étranglement dont on réalise toute l'importance quand un porte-container se bloque au milieu du canal de Suez, comme vous voyez avec l'illustration en haut à droite. Mais évidemment, c'est aussi les conséquences de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine depuis le 24 février 2022. Enfin, la notion de modularisation, elle est aussi pas si récente que ça, mais elle tient compte de l'importance croissante du numérique dans les chaînes, dans les réseaux globaux, les réseaux mondiaux de production, et les possibilités que l'intégration du numérique offre pour en fait, jouer sur plusieurs échelles, et donc d'avoir des réseaux logistiques qui soient très fortement intégrés mais aussi fragmenté. Et, je voulais illustrer avec cette visualisation qui est peut-être un peu petite pour vous, mais en gros des infrastructures du cloud à travers le monde entre les infrastructures chinoises et américaines. Les Chinoises sont en rouge et les Américaines sont en bleu. Et c'est aussi, évidemment, une prise en compte des risques à atténuer, de savoir de quelle infrastructure de cloud on dépend. Maintenant, sur le plan financier, euh, eh bien, c'est tout ce qui se passe depuis la crise de 2008, avec un tassement de certains flux et aussi un environnement réglementaire qui a changé, notamment au niveau de macro, macro-financier. Je n'entre pas dans les détails ici. Sur le tassement des flux, je vous ai juste illustré ceci avec ce graphique. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais qui est intéressant puisqu'il illustre en fait l'accroissement net des passifs en pourcentage de PIB dans les investissements de portefeuille transfrontaliers. C'est un calcul assez compliqué qui a été développé par des services statistiques de la CNUSED et qui montre assez bien quand même les effets de la crise de 2008, puisque on voit une baisse évidemment drastique à ce moment-là, mais pas d'accroissement notoire par la suite, même si on a toujours une croissance, mais cette croissance reste faible à des niveaux de 1 ou 2 par rapport à ce qui était presque de 8 juste avant la crise. Ceci signifie donc, on a un fort tassement des flux financiers après crise, mais évidemment, qui reste quand même important et qui reste à peu près 3 fois plus élevé que le niveau qu'ils avaient en 1989. Et donc, l'intégration financière demeure. Deuxième point, la transition écologique. Pourquoi c'est important de parler de ceci? Puisque, évidemment, le risque climatique a donné lieu à une reconceptualisation en profondeur de la façon dont il fallait appréhender les risques financiers à la suite du fameux discours de Carney en 2015 sur le nouvel horizon temporel de la finance dans le contexte de la crise écologique. Troisième
Troisième point, découplage et amis localisation, friendshoring en anglais. C'est évidemment plus directement lié aux enjeux stratégiques ici. Et, mais de nouveau, il faut voir quels sont les secteurs qui sont concernés. Selon la plupart des études, en fait, ce découplage ne concerne que quelques secteurs. Ils font la une de l'actualité, hein, c'est les microconducteurs, l'informatique quantique, etc. Et même, on l'a vu encore dans la réunion, la rencontre hier, si Trump, même dans le domaine des terres rares, on voit que le découplage fait plus partie de l'univers du discours que des réalités, des transactions euh, commerciales, puisque il a suffi que la Chine euh, clame la possibilité de limitation d'exportation de ces terres rares pour qu'un accord puisse être trouvé pour ne pas mettre en vigueur cette menace de licence d'exportation sur les terres rares chinoises. Et pour l'amilocalisation, je crois que Christian en avait parlé dans sa présentation il y a quelques mois. Donc, c'est un concept qui a été qui est beaucoup plus mis en avant depuis que l'ancienne secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, l'a mis au devant d'un discours devant le Atlantic Council en avril 2022 pour défendre l'idée d'un commerce libre mais sûr, et donc, je cite, favoriser l'amilocalisation des chaînes d'approvisionnement vers un grand nombre de pays de confiance afin que nous puissions continuer à étendre l'accès au marché en toute sécurité et réduire les risques pour notre économie ainsi que nos partenaires commerciaux de confiance. La question, évidemment, si on cadre les problèmes de démondialisation en termes d'amilocalisation, c'est de savoir quel partenaire est de confiance, en particulier dans le contexte actuel de la nouvelle administration américaine. Troisième dimension qui s'inscrit dans le prolongement d'une problématique qui est aussi vieille que le capitalisme, c'est celle du mercantilisme et qui aujourd'hui est aussi reconceptualisée en termes de rivalité géoéconomique. Donc le mercantilisme, sans faire trop long, c'est une doctrine qui est celle sur laquelle les grandes puissances capitalistes se sont construites, le Royaume-Uni d'abord, les États-Unis ensuite, et contrairement à ce que l'on croit souvent, il ne s'agit pas simplement d'une politique protectionniste ou bien d'une accumulation de devises, mais c'est plus généralement une protection stratégique et sélective des échanges et un interventionnisme économique du même type du gouvernement dans l'économie. Pourquoi ceci? Parce que la finalité de l'action de l'État dans l'économie, dans une perspective mercantiliste, n'est pas tellement, est plutôt de prioritariser la valeur d'usage plutôt que la valeur d'échange. Et donc, c'est le choix de n'importe quel régime politique de savoir quel est l'usage des échanges qui va déterminer le type d'intervention. Ceci a été mis en avant par plusieurs auteurs mercantilistes. Je peux vous citer par exemple Antonio Genovesi, le grand napolitain mercantiliste du XVIIIe siècle, et qui nous dit avec la formule suivante, pour bien comprendre ce motif de l'intervention de l'État, je le cite, aucune activité n'est productive ou improductive dans l'absolu, elles sont plus ou moins productives en fonction de leur utilité. Fin de citation, donc c'est bien la valeur d'usage dont on parle. Dans les travaux, ah oui, je vous ai cité, je vous ai juste mentionné le nom d'Arnaud Orin
Vous avez peut-être vu passer cet ouvrage qui a été publié plus tôt cette année, tout à fait remarquable, et qui s'appelle Le monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, 16e, 21e siècle, et qui nous présente aussi ce même argument hein, d'une une espèce de perdurance, d'une tension entre politique mercantiliste et politique libérale, en considérant d'ailleurs que les politiques libérales sont plutôt l'exception que la règle dans l'histoire longue du capitalisme. D'autres travaux s'intéressent au... Je vois qu'il y a Pascal. D'autres travaux s'intéressent à ce tournant contemporain en termes de capitalisme d'État. Euh, Dans cette perspective-là, c'est l'importance des investissements d'État, de l'implication de l'État dans le secteur stratégique, qui est évidemment importante, avec la prise en considération de variations nationales et sectorielles. Alors évidemment, ce sont les économies émergentes qui sont analysées en premier lieu dans ces perspectives-là, avec non seulement la Chine, mais aussi d'autres États, leur capacité à pouvoir déployer et renforcer leur autonomie, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil avec des variations assez importantes selon ces États. Par exemple, sur le plan financier, l'Afrique du Sud est complètement subordonnée en raison de la faiblesse de ses capacités étatiques et puis les limites de son marché intérieur, alors que l'Inde serait plus en mesure de défendre son marché intérieur. Et quant à la Chine, évidemment, elle ne se limite pas à protéger son marché intérieur. Son influence internationale croissante s'exerce aussi par le biais de son rôle proéminent au niveau financier des investissements, par la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et aussi ce que la plupart d'entre vous connaissent bien également, les nouvelles routes de la soie et les enjeux d'infrastructure qui se cachent dans ces nouvelles routes de la soie. Et sur le plan monétaire, si le yuan n'est pas une monnaie internationalisée, le lancement du yuan, le yuan numérique, semble, selon certaines analyses aussi, donner des perspectives beaucoup plus importantes du point de vue de l'internationalisation. Ce qui est intéressant aussi, je vous ai noté, un des économies émergentes au centre de l'économie monde. Aujourd'hui, la stratégie de l'administration Trump, mais en fait Biden avant lui également, était aussi un réinvestissement de l'État dans les stratégies d'investissement. Biden, c'était par le Inflation Reduction Act, le IRA, avec en fait des financements étatiques à autour de 700 milliards de dollars pour la transition écologique, alors que l'administration Trump, elle, met des sommes considérables pour prendre des participations directes dans un certain nombre d'entreprises vues comme stratégiques par exemple, 10% du capital d'Intel cette année, 15% du capital de MP Materials, qui est un groupe basé au Nevada spécialisé dans l'extraction et la transformation de terres rares. Et puis, on parle aujourd'hui aussi d'une prise de capital du leader mondial de la production d'armement, Lockheed Martin, directement par le Trésor américain. Dernière dimension de ces analyses dans la lignée mercantiliste, c'est vraiment plus spécifiquement ce programme de recherche en géoéconomie. Première chose à mettre en avant, c'est les analyses en termes géoéconomiques ne se contentent pas d'une analyse strictement matérialiste, hein. Elles mettent aussi en avant la dimension discursive. Euh, contrairement probablement
à la genèse de ce terme qu'on fait remonter à Edward Luttwak dans les années 90. Cet intellectuel, oui, je pense intellectuel, on peut le qualifier d'intellectuel, ou essayiste néoconservateur états-unien, un peu à la réputation un peu sulfureuse, mais qui a écrit quand même des choses intéressantes là-dessus, mais dans une perspective strictement, on va dire, réaliste et stratégique. Alors que aujourd'hui, le programme se déploie plus en lien avec d'autres considérations en matière d'économie politique internationale. Je vous disais matériel et discursif en citant Alamy et Dixon, donc dans un ouvrage, je vais tout de suite pour retrouver la référence, The Spectre of State Capitalism. D'ailleurs, cet ouvrage, The Spectre of State Capitalism, a gagné le prix de International Political Economy Group de l'Association de Relations internationales britannique. Et donc, nos deux auteurs nous disent en fait, ce cadrage géoéconomique se déploie aussi dans l'opposition entre démocratie libérale en charge de marchés libres mais régulés par un État de droit, où l'autre devient déviant et associé à un capitalisme d'État autoritaire, ou plus récemment avec le second présidence Trump, à une nouvelle incarnation d'un d'un- d'un- d'un capitalisme de baron voleur aux marges de l'État de droit. Donc il y a aussi des éléments de cadrage discursif qui sont très importants dans cette analyse en termes géoéconomiques. Un autre concept important pour comprendre comment s'exerce cette transformation d'attention entre intégration et fragmentation, c'est celui d'arsenalisation des interdépendances qui a été avancé par Farrell et Newman il y a un peu plus de 5 ans maintenant, dans un article publié dans International Security, si je ne me trompe pas, oui, en 2019, en anglais Weaponization of Interdependence, et qui met en avant la capacité d'acteurs étatiques, pour le coup, à, euh, à tirer parti de nœuds d'interdépendance et qui, en gros, permet donc d'accroître en fait ses avantages dans une rivalité entre grandes puissances. Et donc d'utiliser ces réseaux pour mener à bien en gros des objectifs stratégiques. Deux types de stratégies d'arsenalisation des interdépendances s'offrent aux États dans cette perspective-là. Une stratégie dite panoptique et puis l'autre dite de goulet d'étranglement. La stratégie dite de panoptique consiste en gros à glaner des connaissances critiques sur un ensemble de flux alimentant ces réseaux. En gros, les géants de la tech américaine sont en mesure d'avoir une stratégie panoptique et l'accès aux données des géants de la tech par l'appareil sécuritaire états-unien permet d'en tirer avantage. Et l'autre, la stratégie dite du goulet d'étranglement, c'est l'inverse, hein, c'est la capacité d'empêcher ou de pénaliser l'utilisation d'un point névralgique de ce réseau à travers lequel circulent des flux, donc de bloquer, par exemple, des infrastructures importantes. Un bon exemple, qui est utilisé d'ailleurs dans l'article de Farrell Newman, c'est le réseau SWIFT d'échanges bancaires auquel les Russes euh, sont bloqués depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.
Mais cette vision géoéconomique et d'arsenalisation des interdépendances, elle n'est pas seulement statocentrique, focalisée sur des enjeux strictement stratégiques, elle peut aussi être vue dans une perspective d'économie politique transnationale ou de grappe industrielle transnationale, comme le met en avant aussi Babich dans cet ouvrage The Rise of State Capital Transforming Markets and International Politics. Enfin, en fait, pour radicaliser cette perspective d'analyse géoéconomique, euh, Lucas Lindsay et Nana de Graaf, dans un article qui va paraître dans un numéro spécial de International Affairs, je pense le mois prochain, ou dans 2 mois, euh, font l'hypothèse encore plus forte selon laquelle il s'agit avant tout, en gros, d'un choix stratégique de l'Ouest, ou en premier lieu des États-Unis, une stratégie délibérée, en fait, d'incitation à la peur, visant à consolider le soutien démocratique en vue de freiner la montée en puissance de pays non occidentaux, et en particulier la Chine. Et donc, que que la démondialisation, dans cette perspective-là, c'est moins une démondialisation qu'une remondialisation euh, autour d'une réorganisation de ces flux qui maintiennent une intégration très forte, mais une intégration qui est polarisée autour de la suprématie, en gros, américaine, dont différents domaines. Ils analysent le commerce international, la production, la finance et l'innovation technologique. Et selon leur analyse, il n'y a pas vraiment de rééquilibrage de puissance ou de désintégration des flux euh, qui se traduirait par un monde plus varié, mais plutôt au niveau global stable, voire croissant de l'intégration avec cette réorganisation géographique polarisée sur les États-Unis, en tout cas pour ce qui concerne le commerce international, les réseaux mondiaux de production et les flux financiers, avec des capacités de montée en puissance ou d'inversion de la part de la Chine qui ne se traduirait seulement dans les questions d'innovation technique. Mais de nouveau, là, c'est mesuré par en fait, le nombre de patentes déposées. Donc, c'est une vision un peu limitée qui nécessite, bien évidemment, d'être approfondie par d'autres types d'indicateurs plus compliqués à mobiliser. Alors, pour conclure, euh, je crois que c'est très important quand on analyse ces transformations contemporaines de la mondialisation, de ce que je note ici, de ne pas oublier la profondeur historique. Il y avait un monde avant Trump, j'espère qu'il y en aura un après lui, et en tous les cas, on voit aussi que derrière les effets d'annonce, ben, il y a aussi des permanences et des structures qui demeurent et que ces effets d'annonce sont avant tout euh, une transformation radicale des tactiques de négociation plus et pas exclusivement des changements de stratégie, même s'ils sont également ici et qu'ils sont portés de façon sans doute beaucoup plus forte par certains intérêts qui se profilent derrière la présidence Trump. Je pense en particulier aux ultra-libertariens, transhumanistes, etc. La rivalité américano-chinoise, évidemment, elle est là, et elle est au cœur de la question, mais celle-ci devrait être analysée plutôt en termes de remondialisation que de démondialisation. Et euh, pour consolider cette thèse-là, et bien évidemment, il faut aller dans le détail
des indicateurs et c'est là que ça devient plus compliqué. Le diable est dans le détail et dans le détail des données, puisqu'il faudra déjà avoir le recul historique pour avoir ces données. Je pense que toutes les données statistiques de 2025 qu'on aura en 2026, elles vont être très très compliquées à utiliser parce que il y a des effets, il y a des réactions à des effets d'annonce, il y a des effets de yo-yo. Je l'ai vu par exemple pour les statistiques suisses du commerce de l'or. Alors que l'or a été taxé comme tout le reste à 39% pour la Suisse et que c'est le quart des exportations suisses aux États-Unis. En fait, il y a eu une augmentation très forte des exportations suisses aux États-Unis dans le premier trimestre parce qu'elles anticipaient bien évidemment des problèmes sur le marché de l'or, sur le marché international de l'or. Donc voilà, il faudra regarder ça en détail et ce sera compliqué et ça va prendre du temps avant de pouvoir arriver à des conclusions plus robustes. Mais j'essaierai de le faire quand même avant avec ce projet d'ouvrage qui est un nouvel ouvrage pour la collection Repères qui devrait s'appeler la démondialisation et non plus la gouvernance de la mondialisation. Et voilà en gros un peu le plan auquel je songe actuellement et je me réjouis d'avoir vos retours car vous voyez, c'est encore une réflexion en cours et qui méritera d'être consolidée. Je vous remercie. Alors, merci. Bravo pour cette excellente conférence. Habituellement, lorsque ça se termine, on applaudit, mais c'est un petit peu étrange de le faire virtuellement. Les gens ne savent pas s'ils doivent le faire avec les petits instruments ou bien avec les micros fermés. C'est un peu difficile aussi de s'entendre. Mais je voulais te remercier pour vraiment... euh, c'est plus que j'avais plus rien à lire, mais là, tu viens de mettre beaucoup, beaucoup d'auteurs sur, sur mon desktop, là, sur mon tableau de bord. Franchement, très bien documenté, très riche. Et surtout, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est la manière dont tu peux vraiment prendre toutes les perspectives et comment dire, en même temps les confronter, mais les mettre en complémentarité. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Moi-même, j'avais écrit quelque chose en 2019 avec Anne Gros qui s'appelle Globalization, Deglobalization Dialectic. Et puis, Ah ben, imagine-toi donc que dans une des dernières lignes de la conclusion, je dis, To intervene and act on world stage, one must first have data that provide the basis for an analysis of contemporary issues. Fait que j'ai insisté justement sur la question, parce qu'on a toutes sortes de discours autour des tendances actuelles et des contre-tendances. Puis je pense qu'il y a vraiment, je vois un petit peu ton approche dans une espèce de dialectique pour essayer de comprendre justement. Et moi aussi, je tends à conclure à une thèse plus de remondialisation. Et où les acteurs, chaque État, même des entreprises, essaient de se repositionner dans un monde qui bascule de toutes les façons, là, dans toutes les dimensions que tu as nommées très, très bien dans une synthèse quand même en 40 minutes, là, très, 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 très riche, très dense. Euh, Moi, je me demandais justement, donc tu nous as dit un petit peu à la fin, tu conclus remondialisation, et j'avais prévu de faire un grand commentaire là, sur ta présentation, mais étant donné le temps puis plusieurs personnes qui sont là, qui ont de très bonnes idées, je vais borné à faire simplement deux commentaires. Donc, c'est quoi ta définition, si tu veux nous nommer un peu la remondialisation, parce que tu nous as parlé beaucoup de la démondialisation versus la mondialisation, mais ce processus de remondialisation et comment, par exemple, tu nous as pas parlé beaucoup d'Europe, j'aimerais ça t'entendre sur comment l'Europe se place dans cette dialectique entre mondialisation et démondialisation et comment tu peux percevoir en Europe
stratégies ou ces tendances de remondialisation comme processus là, nouveau. Euh, ben, c'est ça, j'arrêterai là. Et puis, je demanderai à chaque personne Merci d'ailleurs d'être là. On s'excuse peut-être du problème d'heure. Là, nous, on était 1 heure à l'avance. Donc, Jean-Christophe nous a rejoint. Et puis, je m'excuse là, si certains d'entre vous ont été incommodés par cette problématique. Donc, simplement, levez la main et je vais prendre un tour de parole. Euh, Après la réponse donc à mes 2 petites questions de Jean-Christophe, et puis si vous pouvez vous nommer et puis ouvrir votre caméra, ça serait bien. Ça facilite les choses et puis ça rend la rencontre virtuelle un petit peu plus humaine. Alors voilà, à toi la parole, Jean-Christophe. Est-ce qu'on peut prendre les différentes questions avant, puis comme ça je réponds aux questions Ah oui, tout à par la fait, mais suite, vu qu'on n'a parce que plus je voyais beaucoup de pas temps. de main levée. Ça peut être des questions ou ça peut être des commentaires aussi, hein? Alors n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été obligés aussi de nous, tu sais, qui avaient prévu ça pour de 10 à 11h30 et donc ils sont obligés de partir. Donc, ils se sont excusés dans le chat. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des gens qui devaient partir. Donc, alors, il y a Anthony qui a une question. Voilà, à vous la parole, Anthony Collard. Bonjour à tous, Anthony Collard. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. Moi, j'aurais une petite question. Il me semble qu'il y a un acteur dont vous n'avez peut-être pas beaucoup parlé, qui sont les entreprises multinationales. Et j'aurais souhaité savoir, selon vous, quel rôle jouent-elles? Parce que je pense que parfois, on a tendance peut-être à les considérer comme, comment dire, comme des acteurs passifs qui sont en quelque sorte victimes des politiques étatiques, mais je pense qu'il faut aussi mettre en avant leur agentivité. J'aurais souhaité connaître votre avis sur leur place dans les transformations contemporaines de la mondialisation. Merci. D'autres questions? Je vois Mathieu Arès ici, Éric Boulanger, Claude-Yves Charon, Romain Leclerc. Euh, un ancien étudiant à nous aussi, Jean-François Minardi, peut-être aurait des questions. Sinon, réfléchissez, prenez vos notes et puis je reviendrai pour un second tour. Ça te va, Jean-Christophe? OK. Il y a Gilbert Gagné aussi, hein, qui est là, Pascal Petit. Bonjour, Pascal. Alors, Alors, tu veux que je réponde oui, c'est ça. Si on peut prendre ces questions-là, ensuite on donnera un second tour Mm. de Ok. parole. Alors, merci beaucoup pour ces commentaires, ces retours et des questions qui ne sont pas simples. Et puis, je suis content, Michel, de voir que je te rejoins sur une réflexion que tu avais également engagée depuis quelques années, et même avant la crise Covid, en fait, dans le contexte du premier mandat Trump, Oui, j'imagine. tout à fait. En fait, j'ai coupé toute une partie qui était une partie plus historique où je faisais un peu l'historique de cette tension sur longue période, en gros, voire même histoire longue du capitalisme. Mais effectivement, on peut remonter au 19e siècle, mais il y a aussi tout un ensemble de débats déjà dans les années 90 et 2000, puis post-2008, puis fin des années 2010, début des années 2020. Ouais. Donc, tout à fait. Alors, comment je définis la démondialisation? Démondialisation de quoi, en gros? Ah non, ma question, c'était la remondialisation. La remondialisation, pardon, la Ouais. remondialisation. Alors, la remondialisation, en fait, c'est un peu ces 3 dimensions. C'est d'une part ces réactions à l'encontre de l'ordre international, aux excès, en gros, d'un ordre international libéral euh, fondé sur une intégration exclusivement par le marché. C'est aussi une atténuation des risques dans le capitalisme contemporain.
Et puis enfin, c'est cet interventionnisme accru des gouvernements dans une économie, dans un contexte marqué par l'émergence de plus en plus affirmée de la Chine vis-à-vis de la prééminence états-unienne. Ou pour le dire autrement, c'est une reprise en main brutale de la recherche, comment on va dire, une reprise en main brutale de la reproduction de la suprématie américaine dans l'économie mondiale. Mhm. Avec le risque que cela encourt, puisque en bon gramscien que je suis, la suprématie s'oppose à l'hégémonie. Une domination suprématiste, elle est fondée sur la coercition sans beaucoup de consentement. Et c'est compliqué à reproduire sur le long terme. Voilà en gros la manière dont j'essaie d'embrasser cette question de remondialisation. Et pourquoi remondialisation? Quoi, j'en viens à remondialisation pour mettre en avant le fait que en fait, le monde reste extrêmement intégré. Et c'est plutôt la réorganisation de cette intégration autour de, de pôles de domination qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ce qui m'amène à la deuxième question sur l'Europe. Alors, je n'ai pas traité pour l'instant de façon approfondie finalement la situation européenne. Il y a beaucoup de discours là-dessus, on suit l'actualité. Euh, euh, la plupart des analyses pointent vers la situation très défavorable de l'Union européenne, enfin, de l'Europe en général, dans cette montée aux extrêmes de la rivalité américano-chinoise. Euh, je pense qu'il faut, là je réfléchis un peu haute voix, hein, mais je pense qu'il faut désagréger la question par rapport aussi aux orientations, aux fractures intra-européennes, où on retrouve en gros la même fracture qu'aux États-Unis, avec une montée très forte en fait d'intérêts euh, économiques et politiques qui sont proches de la ligne trumpiste. Donc, si, euh, et je ne le souhaite bien évidemment pas, d'ici 2 ans, on a des gouvernements français, allemands, britanniques, euh, italiens, qui sont du même bord politique que celui qui existe actuellement aux États-Unis, évidemment que la question va se poser différemment. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut tenir compte de cette fracture-là, je pense, dans une projection du positionnement européen dans la réalité actuellement américano-chinoise. La deuxième, ça renvoie à cette articulation de suprématie et hégémonie. Euh, que- quelle est euh, en fait, quelle est la robustesse à long terme d'une stratégie qui est fondée sur tout d'abord le menace du recours à la force. Ça marche un moment, mais combien de temps, je ne sais pas. Donc c'est peut-être aussi les limites de ce projet trumpien. Et puis la troisième, bah, c'est la temporalité. C'est combien de temps, la troisième, mais l'avant-dernière, combien de temps il faudra pour réorienter ces, ces systèmes productifs et financiers. Et puis la dernière, ben, la plus pressante, j'imagine, c'est la menace stratégique dans le contexte de la guerre en Ukraine. Je pense que la plupart des décisions européennes actuellement vis-à-vis des Américains sont dictées par la menace stratégique en Ukraine. Éviter à tout prix euh, de, 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 de fâcher, en gros, les, la psychologie fragile du président américain pour, pour ne pas se mettre dans une situation
de faiblesse dans le soutien européen à l'Ukraine. Mhm. Merci. Pour les entreprises multinationales, euh, c'est juste, j'en ai pas parlé, j'en ai pour ainsi dire pas parlé. Euh, Mais tu avais une diapositive sur du VP, directeur semi-conducteur de Taïwan. oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, mais c'était une illustration en gros Oui. sur les reconfigurations stratégiques des, des réseaux mondiaux de production. Alors, je pense que je ne sais pas si c'est en fait s'il faut parler des entreprises multinationales ou bien s'il faut parler des configurations euh, productives dans différentes industries, parce qu'en fait les questions se posent quand même assez différemment si on est dans les secteurs dits stratégiques, si on est simplement dans la finance, si on est dans les nouveaux secteurs de la tech et du capitalisme de plateforme. Mhm. Et de nouveau, il y a les entreprises multinationales, mais il y a aussi les réseaux mondiaux de production qui ne sont pas des entreprises multinationales. Donc, les questions d'intégration, de désintégration que j'ai, elles, abordées, hein, avec ces questions de modularisation, d'amilocalisation, de proxy localisation, etc. Donc, je pense que c'est plutôt dans ces termes que je l'aborde. Ceci dit, euh, je pense qu'il y a un moment où il faudra quand même euh, attaquer, quoi, prendre le taureau par les cornes, parce qu'on voit, en tout cas dans le contexte, plutôt dans le contexte américain et, quoi, et chinois aussi, je pense un peu moins européen, les enjeux de, des liens avec l'État, en gros. On voit que la tech américaine qu'on croyait démocrate, elle n'a pas eu besoin de 2 mois pour s'aligner derrière la stratégie de la nouvelle administration Trump. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on doit, je pense que c'est intéressant qu'en fait, peut-être de remettre au goût du jour aussi les analyses très classiques marxistes du capitalisme monopoliste d'État. En fait, on est un peu là-dedans aujourd'hui. Il y a une imbrication extrêmement forte du, euh, du capital et de l'État dans en gros, dans les perspectives de futurité du capital, en particulier aux États-Unis et en Chine, puisqu'on a vu aussi en Chine les, les grands capitalistes chinois peuvent disparaître du jour au lendemain quand ils prennent trop leur distance par rapport au parti. Et je ne suis pas un spécialiste de la Chine. C'est pour ça que ça m'est pénible ce sujet, parce qu'il faut quand même entrer dans le gras de la Chine. Mhm. Et c'est difficile, surtout quand on ne parle pas, même avec tous les outils qui émergent là, en termes de traduction et tout ça, c'est quand même assez difficile Hmm. J'en d'avoir suis une... pas là, hein. Ouais. Ah, écoute, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas de main levée, mais n'hésitez pas, on peut avoir, je sais on a dépassé un peu le temps, mais s'il y a des questions, Bonjour, c'est Jean-François. C'est juste que je suis pas habitué à Zoom et je ne sais pas comment mettre ma main. Et j'ai ah, une petite question. pas de problème. Est-ce que je peux y Alors aller? peut-être vous présenter. Oui, je m'appelle Jean-François Minardi, donc j'ai eu un doctorat en sciences politiques à l'UQAM et merci pour l'invitation. Et je travaille actuellement à Affaires mondiales Canada. Ah, affaires mondiales. Ouais. Et voilà, on fait de la recherche un peu en géopolitique. Je trouvais, merci pour la présentation. J'ai trouvé ça intéressant que vous parliez de remondialisation et pas de démondialisation. Et ce que je vois surtout, c'est
logique de decoupling, de-risking entre la Chine et les États-Unis et une logique de sécurité économique. Une logique de sécurité économique est apparue en Chine d'abord et puis qui maintenant, avec l'administration Trump, s'impose aux États-Unis. Et moi, la façon dont je vois les choses, c'est pas une démondialisation, mais une remondialisation axée autour de blocs économiques. Est-ce que vous voyez ça aussi? Est-ce que vous pensez que la remondialisation va se faire de plus en plus autour de blocs économiques, avec un pôle américain, un pôle chinois et peut-être un pôle européen, je ne sais pas. Merci pour la question et pour, euh, pour me pousser un peu plus loin dans la clarification de cette question-là, qui est la grande question, hein, c'est le big picture. Alors, C'est fini? Pascal, on t'entend. Ah, bravo. Je Mais suis j'étais en dans train de répondre à Jean-François Minardi. Est-ce Alors, que je te disais Pascal, la réponse à Jean-François. Ouais. Non, mais j'ai une très mauvaise réception, je ne vois pas. Est-ce que ça fait trop de bruit? Parce que je suis dans un café avec ma petite fille à Bruges. Non, 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 ça mais va. si tu enlèves l'audio, c'est bon. Bon, j'enlève. Excuse-moi, hein. C'est rien. Alors, l'affaire des blocs. En fait, ce que j'essaye de tester, c'est de me dire, c'est de prendre le contre-pied de la thèse des blocs économiques dans la remondialisation. Qu'en fait, on est dans un monde qui est archi-dominé par les États-Unis. Et puis, cette remondialisation, elle est d'abord endogène, et le produit en fait d'une stratégie américaine pour s'assurer de maintenir cette suprématie, cette domination, mais sous une forme suprématiste qui serait une transformation de la domination euh, plutôt consensuelle qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui en une domination beaucoup plus coercitive. Et donc c'est tout l'enjeu de retrouver ça aussi dans les statistiques, mais en fait euh, on peut le voir dans des statistiques financières, dans les statistiques productives, dont on le voit maintenant aujourd'hui dans les niveaux d'investissement ou de capitalisation boursière des grandes entreprises américaines, de la tech, de, des microprocesseurs, hein. NVIDIA, j'ai vu, a atteint la première entreprise qui a atteint la capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars cette semaine. Donc, je pense que ce serait ne pas faire justice à l'asymétrie extrêmement forte en fait de l'intégration économique mondiale qui est celle que l'on connaît aujourd'hui si on parle de bloc économique. Et toute la stratégie chinoise, évidemment, d'essayer d'atténuer cette asymétrie. Mais pour l'instant, euh, mais peut-être ça va changer hein, dans les 20-30 ans à venir, mais et c'est tout l'enjeu du processus en cours. Mais pour l'instant, la Chine reste quand même très dépendante des États-Unis sur tout un ensemble de domaines, ne serait-ce que sur le taux de croissance. La stabilité de la Chine dépend d'un certain taux de croissance qui, lui, dépend d'un maintien d'un niveau d'exportation qui passe par des biens de consommation qui partent aux États-Unis. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu rapidement, mais Même si en ce moment les exportations vers les États-Unis diminuent et sont plus orientées vers l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Donc, moi, je vois vraiment l'émergence de blocs économiques et un réajustement de la mondialisation, parce que quand j'entends tous ces discours sur la démondialisation, s'il y a eu une mondialisation, c'est qu'il y avait une raison. Et tout le système est perturbé et je vois vraiment le début de la logique de sécurité économique émerger en Chine en premier, oui. et ensuite relayé ensuite aux États-Unis, mais ça, c'est mon point de vue Non, personnel. non, mais tout à fait. Alors, la logique de sécurisation, ça fait un moment qu'elle est en Chine.
et puis elle est sur un long terme. Ouais, Euh, mais après, peut-être, ce qu'il faut étudier plus en détail, en fait, c'est la dynamique, euh, on va dire, indirecte, en fait, de cette réorientation des exportations chinoises. Parce que ça part, on l'a vu notamment pour le détournement des taxes douanières, ça part en Asie du Sud-Est, mais c'est pour repartir aux États-Unis par la suite, notamment avec le Vietnam et le ouais, Cambodge. Euh, ouais, Après, c'est vrai, le niveau de biens de consommation vendus dans des grands pays émergents, je sais pas, le Brésil, le Mexique. De nouveau, le niveau de consommation de ces pays dépend aussi probablement des relations avec les États-Unis parce que c'est simplement des enjeux de taille de marché aussi. ouais. Mais Et c'est vrai, que là, c'est là qu'il faut entrer dans le détail des chiffres pour se positionner. merci bien. Merci. Il y a une très bonne question, Jean-François. Mathieu Arès, l'Université de Sherbrooke, à toi la parole. Et peut-être après, si quelqu'un veut poser on va prendre peut-être une série de questions, une dernière série de questions. Donc, Mathieu, à toi. Ouais. Il manquait une partie de votre exposé parce qu'il y a décidément trop d'étudiants dans les universités, ça nous empêche de travailler. Donc, de réfléchir. Mais blague à part, c'est un peu sur les propos de M. Minardi qui vient de parler. Mais j'ai comme une hypothèse, puis là, c'est un peu personnel, puis je réfléchis en même temps avec vous. On voit quand même cette idée de mondialisation, de remondialisation, moi, je crois à la fracturation des blocs, hein. Je pense que on le voit. Puis moi, je pense que c'est plutôt une marque de faiblesse que M. Trump nous montre. Il s'attaque aux manufacturiers, alors que le manufacturier, c'est plus ça que ça se joue là où c'est important qu'on venait de souligner. C'est évidemment, c'est les techs, c'est les réseaux, c'est les plateformes, c'est les nouvelles technologies. Et on l'a vu avec la question des terres rares. La rencontre qui a eu lieu, je pense, c'est hier entre M. Xi et M. Trump. C'est plutôt les Chinois qui étaient en position de force. C'est plutôt M. Trump qui quémandait en disant je monte un drapeau blanc, en disant on va calmer le jeu. Quand on voit, par exemple, M. Carney, le premier ministre du Canada, qui dit à partir de maintenant, je cherche des partenaires fiables. Il y a une fracture qui se joue avec les alliés. Je veux dire, on n'attrape pas c'est quoi, c'est le proverbe, c'est on n'attrape pas des mouches avec du miel ou du vinaigre. Et c'est un peu, quand on utilise la force, c'est moins efficace que l'exemple comme on avait suivi les États-Unis depuis une trentaine d'années. Et ce qui va arriver, c'est que on l'a vu à l'EPEC, on l'a vu à l'ASEAN, des pays alliés de très long terme avec les États-Unis. On pense à la Corée, au Vietnam, on pense aux Philippines qui utilisaient les États-Unis comme contrebalancer l'influence chinoise. Maintenant, on est en train de lever ces choses-là et on voit un rapprochement avec la Chine. Euh, donc, moi, je ne suis pas si sûr que c'est une preuve de domination, mais je pense que c'est peut-être même un barreau d'honneur qu'on voit du côté américain qui voit un peu cette mondialisation leur échapper, cette hégémonie. Je pense que l'idée gramscienne est plus forte que la force. Moi aussi, je suis assez d'accord avec vous. Mais c'est un peu ça. Donc, je suis pas si sûr que ça que la question de focaliser sur le manufacturier est une si grande stratégie. Ça a plutôt tendance à aliéner les amitiés, des alliances de longue date. On pense, vous avez souligné l'Europe, effectivement. On pense au Canada, on pense à les pays en Asie. Les rapports avec l'Inde, hein. Biden avait fait le Quad. Maintenant, on voit l'Inde qui, tranquillement, pas vite, normalise elle aussi ses relations avec la Chine. Donc, il y a une dimension géopolitique importante, mais je ne suis pas sûr que les Américains vont sortir gagnants de cette chose-là. C'est plus un commentaire qu'une question, mais je Mm. réfléchis un peu avec vous à haute voix. Mais Merci. merci pour la conférence, puis je suis désolé d'en avoir manqué des bouts. Je vais réécouter l'enregistrement à tête reposée. Merci. Merci. Alors, Pascal Petit. Est-ce que vous m'entendez là? Oui?
tout à fait. Oui. Bon, excusez-moi, hein, moi aussi j'ai loupé le début, j'ai des problèmes techniques et tout ça. Je suis assez d'accord avec la dernière hypothèse de fracture et je voulais simplement vous signaler pour en discuter dans de meilleures conditions prochainement, si je puis dire, si Michel vient à Paris ou quoi. J'ai participé à une conférence qui s'appelle les 70 ans de la conférence de Bandung de 55. Constitution du tiers-monde. Et l'idée, ce serait de dire s'il y a fracture, est-ce que l'Europe peut se rapprocher de cette recherche d'un autre front, compte tenu des folies américaines, compte tenu... Alors la grande incertitude, effectivement, c'est la Chine qui joue le rôle d'une civilisation écologique, et on ne sait pas très bien ce qu'elle va mettre comme contenu, dans quel sens elle va jouer. Mais voilà, hein, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que j'ai musique et autres, et je ne sais pas pourquoi je vois ni mon nom ni ma photo là-dedans. C'est pas de mon ressort, il y a quelque chose qui ne va pas. On te voit très Voilà. bien. On te voit très bien. Merci de cette question. Je trouve que ça apporte vraiment par rapport au rôle de l'Europe, parce qu'on voit deux pôles, mais Oui, effectivement, peut-être que l'Europe peut se redéployer dans ce sens-là. voilà, Tout à voilà, fait. voilà. OK. Alors, Ben, je vous enverrai le papier que j'ai produit modestement là-dedans. La conférence était organisée en visio. C'était hier soir, de 2 heures du matin à 5h30. Donc, non seulement j'ai des problèmes techniques, mais en plus, j'ai eu une nuit un peu difficile. Et j'ai eu beaucoup de mal à saisir ce qui se passait là-bas. Ça doit être mon appareil finalement. Mais il y a eu, je sais pas, un nombre très très important de communicants, de gens de plusieurs disciplines. Et c'est intéressant parce que ça remet en cause en quelque sorte les modes de vie, hein. Ça fait appel à tous ceux qui se disent qu'avec des changements écologiques, on va avoir à revoir nos modes de vie, mais aussi nos modes de gestion de la forêt, de l'agriculture, des constructions, de toutes ces relations. Et que c'est là-dessus que l'on peut faire porter les coopérations. Voilà un peu l'esprit de mon papier. Voilà. Je vous on enverrai tout est là ça. pour revenir en parler aussi, tiens donc. Ouais. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Jean-Christophe, peut-être pour le mot de la fin. On n'a pas de main levée, donc on a deux, quand même, un commentaire, plutôt de genre commentaire, pas de question. Donc, peut-être que Jean-Christophe, tu voudrais comme rebondir sur ces idées qui ont été partagées avec nous. Bon, bah, pour pas faire trop long, parce que je vois que ça aurait dû terminer il y a 20 minutes, si je comprends bien, et que je suis le premier responsable en raison de la, de l'absence d'harmonisation normative sur les heures d'hiver et d'été des deux côtés de l'Atlantique. Euh, j'ai pas de boule de cristal, hein. Donc, ce débat en fait sur euh, voilà, domination suprématiste américaine ou fracturation régionale, voire même aussi alternative, en gros, hein, un autre monde est possible. Donc, c'est la question du plurivers de, et les mouvements vers des ou post-croissance. Évidemment, ils sont là dans des relations ou trialectiques. Mhm. Et il faut, c'est vrai, maintenir, je pense, une perspective d'analyse qui tienne compte de ces tensions dans les transformations actuelles. Et ça, c'est incontestable. On est confronté à une transformation en profondeur de cette tension entre intégration et fragmentation. Ça, c'est indéniable. Mais après, dans quelle direction elle bouge, il y a évidemment des forces contradictoires. Ce que, ce que je voulais dire par rapport à la thèse quand même de la reprise en main américaine face à ce qui est perçu comme une menace de sa domination historique, c'est que euh, en tout cas dans certains domaines, le poids des États-Unis est incontestable, quoi. Ne serait-ce que dans le domaine militaire, l'aide militaire à l'Ukraine équivaut à peu près au total de l'aide militaire de tous les autres pays qui ont aidé l'Ukraine depuis 2022.
Dans le domaine des flux financiers transfrontaliers, ils pèsent plus de la moitié des flux dans le monde. Donc il y a quand même un poids. On pourrait désirer que ce soit un peu différent, mais il faut à un moment donné aussi se confronter à la dure réalité des chiffres. Euh, Et donc, en fait, pour se positionner dans ce débat, c'est aussi une question de temporalité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, mais pour que ça change en profondeur, ça va aussi prendre du temps. Si on prend ne serait-ce que la volonté de découplage américain en matière de certaines technologies, en particulier, il y a le cas de l'iPhone, hein, qui a été beaucoup discuté. 90% de l'iPhone, c'est produit en Chine. Et il y a en fait une maîtrise technologique qui est extrêmement élevée. Et Apple qui voudrait transférer la production en Inde, l'entier de la production des iPhones en Inde dans les 2 ans. D'après ce que j'ai lu, c'est du pipeau. Ça va jamais se faire. C'est pas possible de transférer une production de ce type en 2 ans. C'est peut-être 10, 20 ans. Alors voilà. La temporalité. Et puis, donc oui, Bandung plus 70, tout à fait. Ben, on est peut-être dans une nouvelle tripartition. C'est en tout cas ce que l'Europe peut-être cherche aussi à mettre en avant, hein. Euh, la question, c'est de savoir si l'Europe le fait euh, avec ou sans les États-Unis. Quelle Europe le fait? Parce qu'on ne sait pas très bien de quelle Europe on parle dans 3 ou 4 ans. Et, euh, Et puis, quelle est la capacité aussi de la Chine, je pense, à représenter, comme c'était le cas à l'époque de Bandung, le mouvement des non-alignés, donc en fait être en rivalité avec l'Europe en particulier, mais les États-Unis aussi, par rapport au reste du Sud global, ou pas seulement le Sud, hein, ça peut aussi être l'Ouest ou l'Est industrialisé. Donc ça, c'est aussi une question qui se pose dans cette tripartition, bah, qui serait plutôt dans une perspective idéologique que strictement matérielle. Voilà, mais affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci. Et j'irai réécouter le début. Il y avait un des collègues qui demandait aussi si on pourrait avoir, mais on n'avait pas tenu compte de ce décalage horaire. Tout à fait, ça sera disponible. Je vais essayer de le faire dès cette semaine et puis je vous tiendrai au courant, donc Bon, les participants. parfait, Merci beaucoup. parfait, parfait. Bon, Merci. alors, merci à tous, participants, ceux qui ont posé des questions, ceux qui étaient présents, à Jean-Christophe, tout le monde. Et je vous tiendrai au courant. J'essaie de vous tenir au courant le plus possible par courriel, mais n'hésitez pas d'aller voir sur le site du CM. Des fois, j'en échappe un peu, là. Donc, on a un observatoire d'ailleurs de développement durable qui est dirigé par Ah, Baroque qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences. Donc, il faut voir passer ça, là, les ODD. Ils en font tellement que je suis pas capable de tenir le fil moi-même. Il y en a une le 5 novembre, il y en a un autre, il y en a beaucoup, beaucoup. Et je pense même qu'ils mettent ça sur YouTube ensuite. Donc, faut voir. Je sais que c'est des questions qui vous intéressent. On a parlé de transition écologique, on a parlé des problèmes de changement climatique. Donc, je pense que c'est tout à fait important. Puis, avec la définition donc, du développement durable qui a évolué, c'est des questions assez généralistes finalement, parce que même les pays industrialisés sont maintenant inclus dans toute cette démarche-là. Alors, on va terminer. J'arrête l'enregistrement. Merci à tous.